Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand trader dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il a été l'espace à l'instant l'un des hommes les plus riches du monde avant de tout perdre en l'espace de 2 jours. Tout ça à cause de son avidité. Voilà. Cet homme, c'est Bill Hwang. Bill, il vient d'une famille assez modeste, coréenne de base. Son père était pasteur et il a été assigné à une église à Las Vegas. Donc il se retrouve dans les années 80 à quitter la Corée du Sud pour aller aux États-Unis, pour aller à Las Vegas. À ce moment-là, il a 18 ans. Tu sens déjà que 18 ans à Las Vegas, quand t'as jamais rien connu d'autre, t'as des prédispositions un peu... voilà. Donc il commence, il emménage, il se trouve un petit travail de nuit à McDonald's, rien de très fou, il va à l'université, il obtient un diplôme en business, mais dans les années 80, 90, faut savoir que c'est assez difficile quand même, genre de se trouver un travail, et lui, il rêve de bosser dans la finance, d'aller à Wall Street, mais c'est bourbier, surtout quand t'es un fils d'immigré, c'est super compliqué. Donc il déménage, il va à New York, il tente sa chance, et là, il toque chez Goldman Sachs. C'est un nom, voilà, il faut savoir, il s'est pris un râteau total, il n'a pas du tout été pris chez Goldman Sachs, il va toquer chez JP Morgan, c'est encore un nom, ça n'a pas fonctionné du tout. Conclusion, il finit chez Hyundai Securities, où il finit même pas en tant que trader, non, il finit en tant que vendeur. Mais très vite, il va devenir le meilleur vendeur de sa boîte. Et il va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il va rencontrer Julian Robertson. En gros, Julian Robertson, c'est son plus grand client dans un premier temps, et c'est surtout un mec qui pèse énormément à Wall Street. Pour vous faire une idée, c'est le fondateur de Tiger Management, un gros fonds spéculatif à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est un mec qui pèse environ 5 milliards de dollars. Donc on joue quand même dans la cour des grands. Julian Robertson, il va apprécier Bill et il va en faire un peu un de ses protégés. Il va faire ce qu'on appelle un Tiger Cub. C'est un peu le petit nom affectueux qui se donne là-bas et qu'on donne à tous ceux qui deviennent un de ses disciples, et lui devient un peu le grand mentor. Et être un Tiger Cub, c'est un gros boost à Wall Street, genre, je sais pas si vous vous rendez compte, ça t'ouvre énormément de portes. Faut savoir que toutes les personnes qui ont été adoubées par Julian Robertson par la suite, ils ont créé leur fonds spéculatif ou leur propre société d'investissement. Donc c'est vraiment pas de la rigolade. Propulsé par son mentor, Bill, il va passer de vendeur chez Hyundai Securities à « je suis à la tête d'un fonds spéculatif ». Voilà, comme ça, c'est fait, on pose les bases, le mec, il a ce ton comme ça en quelques années. Le nom du fonds, c'est Tiger Asia Management. Il va être créé dans les années 2000 à peu près. Et là, écoute, Bill, il va faire son petit bonhomme de chemin, tout doucement, et il va vraiment progresser de plus en plus. On sent qu'il a vraiment ça dans le sang, c'est vraiment les marchés, le trading, la finance, c'est fait pour lui. Il se retrouve à gérer, en quelques années seulement, 10 milliards de dollars. Mais après, il utilise un peu des astuces, voilà, genre on va dire entre la stratégie agressive et l'illégalité, il n'y a qu'un pas. Et en 2012, il se fait épingler par la SEC. En gros, c'est un peu la police des marchés financiers américains. Il se fait choper pour délit d'initié et fraude électronique. En gros, on ne sait pas comment, mais il a réussi à se procurer des informations confidentielles sur des banques chinoises. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a parié sur la chute de leurs titres. Mais notre Bill, il est solide. Il est arrivé au tribunal et il a tanké pour tout le monde. Il a plaidé coupable et il a payé une amende de 44 millions de dollars. Bien salé quand même. Il va se ranger dans les ordres, comme son papa. Que nini, rien du tout, il revient plus fort. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer Archegos Capital Management, un family office. Alors là, oui, tu me dis, c'est quoi un family office, c'est quoi par rapport à un hedge fund, tout ça. En gros, c'est une société d'investissement qui gère l'argent d'un particulier. Et là, en fait, le particulier, c'est Bill, c'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu un passement de jambes, parce que comme il s'était fait ficher par la SEC pour violation de valeurs immobilières, fraude électronique, délit d'initié, un peu tout ça, il pouvait plus vraiment trader comme ça. Donc là, ce qu'il a fait, c'est que il a créé sa société, son family office. Il a embauché une équipe avec des analystes, des quants, des secrétaires, tout ce que tu veux. Et il leur a dit, ok, vous allez faire le travail à ma place. Coup de maître. Imagine un instant, t'investis sur Netflix, sur Google, sur Amazon, sur Facebook, toute la clique, tous les GAFAM là, et tu fais ça en 2013. Grosse tonk, voilà, qu'est-ce que je te dise, pour que tu te fasses une idée.
Si le Nasdaq faisait entre 2018 et 2021 à peu près genre plus de 150%, bah en gros Archegos il faisait plus de 1400%. Ouais, t'as bien entendu, plus de 1400%. Mais il a surtout fait ce que les riches peuvent faire et ce que les pauvres peuvent pas faire parce qu'ils sont pauvres, hein, ce qui est emprunter l'argent des autres. Voilà. On appelle ça faire du leverage. En gros, c'est un effet de levier. Alors, je vais essayer de t'expliquer comment il a fait ça sans employer trop de jargon financier prétentieux de Wall Street. En gros, dis-toi, Bill il a utilisé une technique qu'on appelle le Total Return Swap. En bonne introduction, dis-toi que Warren Buffett, il définit ça comme une arme de destruction massive. Voilà, ça pose les bases déjà. En gros, cette méthode, elle te permet d'emprunter beaucoup, mais genre beaucoup d'argent. Imaginons, je sais pas, tu vas voir ta banque. Parce que t'as un ami d'un ami dans le sud de la France, à Marseille, t'as dit Ronaldo, il va signer à l'OM la saison prochaine. Il a un accord, c'est top secret pour le moment, mais ça va être dévoilé au grand public sous peu. Toi, tu te dis, ok, je pense que la consommation de Ricard dans le sud va exploser. Ok, je sais, c'est totalement débile comme raisonnement, mais fais semblant, juste pour l'exemple. Donc là, tu veux emprunter beaucoup d'argent parce que bon, c'est Ronaldo quand même, tu te dis, ça va rapporter beaucoup de sous. Mais t'as que 500 €. Tu vas voir ton banquier et il va acheter pour toi 10 000 € d'actions Pernod Ricard. Il va garder pendant 1 an, en échange de quoi, toi, tu t'engages juste à payer les intérêts de ce prêt. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon deal. Là, on continue. À la fin de l'année, l'OM a gagné la Ligue 1, gagné la Coupe de France, c'est la fête à Marseille, les actions de Pernod Ricard, elles ont stonk, elles ont fait plus 10%. Toi, tu payes les 3% d'intérêt que tu dois à ton banquier et tu gardes les 7% de profit que tu t'es fait. En gros, tu as artificiellement pris une position à 10 000 € en ayant seulement investi 500 €. C'est incroyable, mec. Bien entendu. Si l'action Pernod Ricard s'était cassé la gueule, t'aurais dû payer la différence à ton banquier, en plus des intérêts, bien sûr. Avec cette technique, il est quand même passé en 7 ans de 200 millions de dollars à 20 milliards de dollars. Je sais pas si t'imagines quand même le truc. Mais notre Bill, c'est avant tout quand même un homme d'église. Il allait faire des sermons, il prêchait la bonne parole, et il pouvait quand même te sortir des dingueries du style « Oui, God has clearly showed us what money does in a positive way ». Mais quand même, le mec... Et tu sais, il commence un peu à se sentir comme Jésus, genre, il commence un peu à sermonner les gens de Wall Street, à dire oui, ces gens, ils ne pensent qu'au pouvoir, ils ne pensent qu'à gagner beaucoup d'argent, il commence à dire qu'il a plus peur de la mort, il a pas peur de perdre de l'argent, il nous dit quand même, je ne fais que suivre la parole de Dieu. Donc tout se passait bien, tu vois, pour notre Bill, vraiment. Mais tu te doutes bien que si je t'en parle aujourd'hui, c'est qu'il s'est passé quelque chose, ça n'a pas duré. Donc là, on arrive en 2021. Il y a une boîte qui s'appelle Viacom CBS. En gros, c'est Paramount, mais avec un autre nom, quoi. Ils voulaient lever des fonds. Ils voulaient à peu près lever pour avoir 3 milliards de dollars. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à dire, ok, on va vous fournir des actions supplémentaires qu'on met sur le marché pour que vous puissiez en acheter. C'est ce qu'ils espèrent faire. Donc notre copain Bill, il aime bien Paramount. Tu vois, genre, il se pose devant sa télé, il kiffe, il regarde des films avec sa femme dans son petit pavillon de banlieue dans le New Jersey. Vraiment la petite vie très tranquille. Et il se dit, bon, vu que Viacom CBS met des actions, je vais en acheter. Mais il aime beaucoup, tu vois, Paramount. Donc il va pas seulement en acheter un petit peu, il va en acheter beaucoup. Genre encore, non-stop, plus d'actions, plus que de raisons. Et donc l'action, tu vois, artificiellement, elle monte. Parce que si t'as des fonds comme Bill et que tu achètes non-stop, elle ne peut que monter. Jusqu'au moment où t'as quand même pas mal de gens qui commencent à se dire, bon, l'action est bien montée, j'ai fait ma petite plus-value, je vais me casser. Donc ils cash out. T'as pas mal de gens qui commencent à cash out, qui revendent les actions et qui se cassent avec leurs bénéfices. T'as d'autres actions qui se disent, elle m'a l'air quand même un peu surévaluée cette action, tu vois, c'est un peu... ça sent pas bon, donc je vais vendre. Et t'as tellement de personnes qui cash out et qui trouvent que l'action est surévaluée, que là, ça fait baisser pour la première fois vraiment le cours de Viacom CBS. Donc au début, l'action, elle perd moins 9% en une journée. Tu vois, déjà, c'est chaud.
Quelques jours plus tard, elle descend en dessous des 23%. 23%. Et là, Bill, il commence à essuyer des pertes, tu vois, un peu. Donc il reçoit le genre de coup de fil que tu veux vraiment pas recevoir, quoi, vraiment. C'est ce qu'on appelle un margin call. En gros, quand tu as plein d'actions, comme notre ami Bill, et que tu en as acheté énormément, faut pas qu'elle descende sous un certain seuil, tu vois, un seuil qui a été spécifié lors de la signature du contrat. Et quand tu empruntes autant d'argent, les grosses banques de Wall Street, elles veulent un peu s'assurer que tu as les reins solides, quoi, que tu peux te prendre des baffes de gitans qui font plusieurs centaines de millions de dollars et rester debout, rester droit dans tes bottes. Donc, ce que font un peu toutes ces banques, c'est qu'elles demandent plus de garanties à Bill. Elles veulent que tu leur prouves que tu peux encore sortir des sous de ta poche, que tu peux payer et essuyer les pertes, quoi, les premières pertes qu'il y a. Et si t'as pas de sous, ou que tu refuses d'utiliser ton argent pour couvrir ces pertes, les banques de Wall Street, elles reprennent tes positions parce qu'en fait, c'est leur argent quand même, voilà. Donc ces boîtes, elles commencent à appeler Bill et elles lui disent « Frérot, c'est la merde, on a quand même perdu beaucoup d'argent. Donc soit tu nous montres que t'as les reins solides et tu payes, soit tu vends parce que ça commence à chiffrer niveau perte. Actuellement, t'as 20 milliards, tu vas peut-être perdre 50% de tes actifs, mais au moins, tu seras pas totalement ruiné. » Bill, il écoute, il fait « Je vous entends. » Non. Bill refuse de vendre. Il dit non, je ne vends pas. Monsieur refuse de vendre. Donc vous voyez la situation maintenant. Imaginez qu'il a pas reçu un seul appel de sa banque, mais des appels de toutes les banques à qui il avait emprunté de l'argent. Oui, parce que toi et moi, on va à la banque de notre quartier, elle va nous faire un check-up complet en nous demandant un CDI hors période d'essai. Évidemment, voilà, des garants, un apport conséquent, des échantillons de sang, des échantillons d'urine, des tests d'urine, des tests salivaires, tout ça pour emprunter 2000 € pour que tu puisses réparer ta voiture. Voilà, c'est pour être sûr que tu puisses les rembourser. Lui, il est allé à la banque du coin, Wall Street, il a emprunté plusieurs milliards et personne ne s'est demandé s'il avait déjà emprunté à l'autre banque, à l'autre bout de la rue à Wall Street. C'est fou quand même, personne même n'a remis en cause le fait qu'il puisse comme ça emprunter des milliards et que ce soit pas un peu bizarre. Donc à ce niveau-là, notre Bill, il est un peu dans le creux de la vague. Son leverage sur certaines actions, il est tellement gros et ces actions perdent tellement de valeur, les banques commencent à paniquer, ils courent dans tous les sens à Wall Street, ils deviennent totalement fous et ils continuent de le supplier, lui fait Bill, s'il te plaît, vends tes actions, il faut que tu vendes, on perd trop d'argent là. Et il faut s'imaginer quand même que le mec il a x5, voire même x10 sur certaines positions, c'est un truc de fou. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a refusé, donc les banques, elles ont liquidé son portefeuille d'actions, elles ont dit, voilà, on peut plus essuyer ses pertes pour lui. Donc Bill il a perdu 20 milliards de dollars comme ça, en 2 jours. C'est pas totalement fou, mais là tu te dis, c'est un truc de malade, mais ses créanciers, bah oui, parce qu'il a quand même des créanciers, ils ont dû essuyer ses pertes en plus de ça. Et les pertes, allez, tu rajoutes 10 milliards supplémentaires. Le Crédit Suisse, ils ont perdu en 2 jours comme ça, 5,5 milliards de dollars. Nomura, une banque japonaise, elle a perdu 2,5 milliards à cause des positions de Bill. Et bon, je les cite même pas, mais t'as plein d'autres banques qui ont aussi dû essuyer un peu voilà, tout ce qui s'était passé, toutes les pertes que Bill a fait perdre, quoi. Et en gros, il a perdu en tout 30 milliards de dollars en une semaine. 20 milliards de son argent, donc ça s'est vaporisé d'un seul coup, et 10 milliards en plus de tous ses créanciers, toutes les banques, pour le coup, qui ont revendu ses positions à perte. Et là, tu te demandes, mais comment est-ce qu'un mec dont personne n'a jamais entendu parler a été capable d'emprunter autant? Et comment même est-ce que c'est légal, genre un mec qui emprunte autant d'argent? Bill est ce qu'on appelle une baleine. Tu vois, c'est quelqu'un qui passe sous les radars, qui est invisible, jusqu'au moment où la baleine, hop, elle sort de l'eau et plouf, elle s'écrase à la surface de l'eau et crée énormément de remous. Et c'est Bill qui a créé tout ce remous. Ce que j'ai oublié de te préciser aussi, et ce pourquoi c'est légal et surtout il n'a pas été fiché, il n'a pas été aperçu par Wall Street ou par tout le monde, c'est que dans le Total Return Swap, c'est pas vraiment toi qui achètes les actions, c'est la banque avec qui tu fais le contrat qui va acheter les actions en ton nom. Et ton nom, lui, il est jamais cité. C'est un peu un tour de passe-passe qui te permet d'acheter des actions sans révéler ton identité. Les banques vont acheter pour toi toutes ces actions sur le papier. Et en fait, c'est eux qu'on va retrouver, c'est leur nom qu'on va retrouver écrit. Donc on va avoir écrit Crédit Suisse, Deutsche Bank directement sur le contrat et pas le nom de Bill.
Donc bon, notre ville nationale, il a quand même rien à envier aux malades mentaux, aux dégénérés qu'on peut retrouver quand même sur Wall Street Bet. Il mérite vraiment sa médaille. Moi je trouve en définitive c'est quand même assez beau et la vie est quand même belle parce qu'il est passé de night shifter chez McDonald's à Las Vegas, en quelques années à multimilliardaire de Wall Street, et là, vu qu'il a perdu tout cet argent, il se retrouve de nouveau en tant que night shifter chez McDonald's. D'une certaine manière, la boucle est bouclée. Alors voilà ce qu'il en est de l'histoire de Bill. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve ça super intéressant. Il y a plein d'histoires comme ça qui sont totalement folles, qui sont passées à Wall Street. Et on n'en entend jamais vraiment parler, ou du moins c'est super compliqué, c'est jamais très bien expliqué. Donc j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour que ce soit pas gavant, que vous ayez toutes les clés de lecture, que ce soit vraiment simplifié au maximum. Et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!